Tu te rappelles Mighty Ducks? Tu veux dire les canards de l'exploit? Les canards de quoi? De l'exploit. Oui, je sais, ça veut rien dire. Et non, les canards de l'extrême, ce n'était pas encore pris à l'époque où on a fait ce choix de traduction. À ce stade, ils auraient très bien pu ne pas traduire. Surtout qu'ils ne se privent pas de dire Mighty Ducks dans le générique. Ils disent les deux en fait, mais c'est vrai que c'est curieux. Je suppose que les personnages principaux étant des sportifs, il fallait un titre qui fasse plus série de sport que série de super-héros. Les personnages principaux sont plus des super-héros que des sportifs. Et quand bien même, c'est quoi ce délire de traduire Mighty Ducks par les canards de l'exploit? Pourquoi pas traduire Biker Mice from Mars par les motards de l'espace tant qu'on y est? Tu fais bien de comparer. La ressemblance ne s'arrête pas au titre. Ok, les motards de l'espace s'inscrivent principalement dans la lignée des Tortues Ninja, tandis que Mighty Ducks s'inscrit plus dans celle des Mr. Mask et autres séries Disney avec des canards. Même si c'est dans le monde des humains qu'évoluent les palmipèdes qui nous intéressent aujourd'hui. Mais il est difficile de ne pas penser à Biker Mice from Mars en regardant les canards de l'exploit. C'est quasiment pareil, en moins incohérent, mais aussi en moins délirant. En termes d'humour, Mighty Ducks ne sort pas trop des sentiers battus du cartoon. Ça ne l'empêche pas d'être très drôle. Les gags sont relativement classiques, mais ils sont efficaces, et ce relatif classicisme ne provoquera aucune frustration, à part peut-être celle que, du coup, la série n'est pas les souris de l'espace la bonne version. Pour autant, les gags ne sont pas toujours très sages. Les canards! Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien d'abord, il faut qu'il y ait un papa canard et puis aussi une maman canard. Je veux pas dire qu'ils sont sages, je veux dire qu'ils sont assez peu inventifs. On a souvent vu les mêmes ailleurs. Pour cause, ils fonctionnent très bien. Bref, c'est une série sur une équipe de hockey venue d'une dimension parallèle dont les habitants sont des canards anthropomorphisés qui luttent pour empêcher leurs ennemis les sauriens qui ont déjà colonisé leur planète dans leur dimension de coloniser la Terre dans la dimension des humains. Et pour se maintenir en forme entre deux missions, ils jouent au hockey et gagnent des compétitions, se rendant par là même assez célèbres pour que leur canardité n'étonne plus les humains qui le rencontrent. C'est de l'action-aventure humoristique, assez peu de sport. Quand il y en a, c'est presque par accident. Du coup, c'est pas un peu de la triche d'en parler l'année du sport? Peut-être un peu, mais vu que c'est Noël, qu'il faut faire un épisode quand même un peu en rapport avec la glace, que Yuri on Ice ne s'est pas révélé si inoubliable que ça, et que Mighty Ducks doit faire l'objet d'une vidéo quoi qu'il arrive, le moment est tout à fait approprié pour en parler. Tu serais pas en train de te débarrasser du thème du sport en glissant tout doucement vers les séries de super-héros qui ont un thème en rapport avec le sport, toi? Je suis capable de pire, crois-moi. Et blague à part, non, le hockey est quand même un sujet important pour les protagonistes de notre série, même si on les voit assez peu jouer dans le cadre. Outre que le concept de canard joueur de hockey est inspiré d'un film sur le hockey intitulé The Mighty Ducks et d'une équipe de hockey existant dans le monde réel, les Ducks d'Anaheim, et outre que l'équipement de super-héros des personnages principaux est sur le thème du hockey, les éponymes Mighty Ducks se définissent eux-mêmes davantage comme une équipe de hockey que comme des super-héros ou comme des canards. Quand ils vont quelque part et que les gens sont surpris de voir des canards géants et anthropomorphes, leur réaction est de supposer que ces gens ne sont pas fans de hockey. Il faut dire que le hockey, pour eux, c'est plus qu'une passion. C'est une part très importante de leur culture. Nos héros viennent de la planète Patinoriou, qui est vraisemblablement l'équivalent de la Terre dans leur dimension. Comme l'indique le nom de la planète, le hockey y est le sport national. Tout le monde y joue. À part ce détail culturel, la seule chose que nous apprendrons sur ce monde, et qui est probablement à l'origine de l'engouement de ce peuple pour le hockey, c'est qu'il a subi quelques siècles auparavant l'invasion de créatures reptiliennes, les sauriens, qui tirent leur puissance d'une technologie de camouflage leur permettant de déguiser leurs vaisseaux en à peu près n'importe quoi pour les rendre inattaquables. Drake Duquesne, le héros qui a vaincu l'envahisseur, était bien évidemment un joueur de hockey, armé d'un masque de gardien technologico-magique qui lui permettait de voir au-delà des illusions et de révéler la vraie apparence des choses. Donc de détecter le vaisseau mère des sauriens, d'une importance stratégique vitale pour leur armée. On ne nous donne pas les détails, mais l'affrontement s'est soldé par l'invasion stoppée et les sauriens scellés dans une prison interdimensionnelle. Bien entendu, sinon il n'y aura pas d'histoire, l'un d'entre eux, Dragonus, oui, finit par trouver le moyen de créer des portes interdimensionnelles pour s'échapper de sa prison, et sa première action de saurien libre est de retourner sur la planète d'empêcheur de conquérir en rond où il s'était cassé le nez la première fois, histoire de prendre sa revanche. Au moment du retour des sauriens, le héros légendaire est mort depuis longtemps, donc Patinorion est vite conquise. Cependant, tout espoir n'est pas perdu. La résistance est organisée par un canard nommé Canard, en français dans le texte, c'est beaucoup moins bizarre pour les anglophones. Un canard nommé Canard donc, qui au prix de longues recherches, finit par mettre les plumes sur le masque de Drake Duquesne, et cet atout en main, s'empresse de recruter une équipe de choc pour infiltrer le centre de contrôle de l'ennemi et le neutraliser. Cette équipe est constituée de Mallory, le soldat d'élite, Duke l'Orange, le gentleman cambrioleur, Tanya l'ingénieur, Green le zen, Wild Wing le boy scout, et le petit frère de ce dernier, Nosedive la tête brûlée, recruté un peu par la force des choses, et qui va assez rapidement se révéler être le personnage préféré des scénaristes, car l'action comme les gags se focalisent presque toujours sur lui. On parlera de ça après. Là, on en est toujours à l'introduction, et la préférence des scénaristes pour Nosedive n'y est pas si flagrante.
Suite à plusieurs péripéties sur lesquelles nous passons rapidement, le sabotage du centre de contrôle finit en méga explosion. Dragonus et 3 de ses sbires s'échappent à bord de leur vaisseau mère, le Raptor, poursuivis par les canards. Ils décident d'ouvrir une porte interdimensionnelle pour échapper à leurs poursuivants, mais le vaisseau des canards les suit à l'intérieur du trou de verre ainsi créé. Rien ne semble plus pouvoir empêcher la capture de Dragonus, mais soudain, celui-ci éjecte de son appareil un asticot électromagnétique. Ne demandez pas, c'est une série sur des canards joueurs de hockey, qui fond sur le vaisseau des héros et menace de le détruire avec ses occupants. Pour sauver son vaisseau et ses amis, Canard ne trouve pas d'autre solution que de sortir affronter la créature, non sans avoir confié le masque et le commandement à Widewing, qui, de par sa personnalité de Boy Scout, est le plus à même de devenir le personnage principal. Sauf qu'en réalité, le personnage principal, ce sera plutôt Nosedive. Plus tard, je te dis! Canard, donc, se sacrifie noblement. Grâce à ce sacrifice, le danger est écarté et la course-poursuite continue jusqu'à la sortie du couloir interdimensionnel qui donne sur Anaheim, petite ville au sud de la Californie. La fuite a eu raison des cristaux de Bellerium qui alimentent le moteur du vaisseau de Dragonus. Poursuivants et poursuivis sont donc coincés pour un moment dans cette dimension peuplée de créatures simiesques sans bec ni plume ni écailles. Arrivé le premier, Dragonus se dépêche de distancer ses poursuivants et de se fondre dans le décor grâce à sa super technologie de camouflage. Retardés par l'incident survenu dans le trou de verre, les canards arrivent trop tard pour le localiser immédiatement. Comprenant qu'il va leur falloir bivouaquer un petit moment dans cette nouvelle dimension, ils s'empressent de chercher une réponse aux 2 questions les plus importantes qui se posent. Premièrement, y a-t-il un magasin de BD dans cette dimension? Ça, c'est surtout une question pour Nosedive. Deuxièmement, y a-t-il une patinoire dans cette dimension? Coup de chance, il y en a une. Anaheim était l'ancienne résidence de l'équipe locale, celle-ci ayant finalement décidé de s'envoler vers d'autres cieux. La patinoire est son vénal propriétaire dépérisse. Le vénal propriétaire en question n'est donc que trop heureux qu'une équipe de hockey vienne lui proposer de jouer dans sa patinoire, canard anthropomorphe ou pas. A noter que les habitants d'Anaheim sont particulièrement indifférents au fait de voir débarquer des créatures à bec et plumes d'une autre dimension chez eux. Bon, il faut dire que les États-Unis de notre histoire sont ouverts à l'idée d'une vie extraterrestre. Des dispositifs de défense contre une éventuelle invasion venue de l'espace sont régulièrement mis en place, et ce, indépendamment de la présence des canards sur Terre. À moins que ce soit cette présence qui a inspiré ces initiatives, mais c'est pas dit. Quoi qu'il en soit, le fait de voir des canards bipèdes et géants surprend un peu les habitants d'Anaheim sur le moment, mais ils se font assez vite à l'idée. Il faut dire que les canards en question deviennent rapidement de vraies vedettes. Non pas en tant que canards d'une autre dimension, mais en tant que joueurs de hockey. Le propriétaire de la patinoire, Phil, s'empresse de les inscrire à toutes les compétitions locales et de leur signer un contrat d'exclusivité. Emporté par son enthousiasme, il ne se rend pas compte que les canards ajoutent en petites lettres en bas du contrat qu'en contrepartie, ils ont le droit d'installer dans les sous-sols de la patinoire un repère ultra sophistiqué avec un ordinateur géant, une armoire à trophées où entreposer les souvenirs de chaque mission, un mécanisme pour ouvrir le sol et le toit de la patinoire pour faire décoller leur vaisseau, bref, tout ce qu'il faut pour traquer et neutraliser les sauriens. Pourtant, Phil n'est pas né de la dernière pluie. Étant lui-même très cupide et pas d'une honnêteté excessive, ce serait plutôt son genre à lui d'ajouter des petites lettres au contrat. On est surpris que ce soit lui qui se fasse avoir dans l'histoire. Il se vengera au cours de la série, en imposant aux canards de participer à toutes sortes de campagnes promotionnelles en plus de leur activité d'équipe de hockey. Mais les canards ne perdent pas le nord et consacrent tout le temps libre qu'il leur reste à traquer Dragonus pour l'empêcher de nuire, le mettre au fer, utiliser son vaisseau pour rentrer chez eux, et on suppose lui faire un procès en bonne et due forme sur Patinorion, comme c'est le projet des souris de l'espace. C'est plus facile à dire qu'à faire, car Dragonus, s'il n'a plus assez de jus pour retourner dans sa dimension, en a encore assez pour changer régulièrement son vaisseau d'endroit et le camoufler, ce qui le rend insaisissable. Les canards ratissent donc la région à sa recherche, et si sur le chemin ils tombent sur des criminels en train de criminaler, ils les arrêtent, quitte à interrompre l'action de l'épisode sans raison, juste pour nous laisser le temps de voir qui consacre du temps à ça. Parce que... Si on ne pourchasse pas le crime où qu'il se trouve, alors on n'est pas meilleur que Dragonus. Donc, si je résume, ils sont unité d'élite, joueurs de hockey, mannequins de pub et justiciers. Ils dorment et mangent des fois. Ça leur arrive. Les habitants d'Anaheim, pas forcément conscients du danger que représente Dragonus pour eux, non-curent de leur activité d'unité d'élite et les adultes pour leur activité de joueurs de hockey et de mannequins. Par contre, leur activité de justicier a au fait d'irriter les autorités qui n'aiment pas trop voir ces créatures traîner sur des scènes de crime. C'est fréquent dans les histoires de super-héros que la police n'aime pas qu'un justicier marche sur ses plates-bandes. Y a de ça, mais il y a aussi que le chef de la police en question, Cleghorn, ne croit pas à l'origine story des canards ni à l'existence de Dragonus et soupçonne des activités criminelles cachées derrière ses activités de justicier. Et il doit y avoir un peu de spécisme dans l'affaire aussi, parce que le jour où un justicier humain se présente, le même Cleghorn l'accueille à bras ouverts. Et Dragonus pendant ce temps? Dragonus, il pourra pas faire grand chose tant que les batteries de son vaisseau seront à plat. Son objectif à court terme est donc de recharger les dites batteries, soit en retrouvant des cristaux de Bellerium semblables à ceux qui alimentaient son moteur jusque-là,
soit en trouvant un substitut satisfaisant. Mais ce serait plus facile à faire si les canards ne débarquaient pas chaque fois qu'il est sur le point de mettre la main sur la source d'énergie convoitée. Dans chaque épisode de Dragonus, puisqu'il y en a quelques-uns qui mettent en scène d'autres méchants, il met donc au point 2 plans. Un pour trouver de quoi réparer son moteur, et un pour distraire les canards pendant ce temps. Les 2 plans échouent, et rebelote à l'épisode suivant. Il nous a fallu 2 épisodes d'introduction et 4 pages de script pour présenter la situation de base, mais une fois celle-ci posée, elle n'évoluera pas beaucoup. À la rigueur, Clegorn deviendra de moins en moins hostile aux héros au fur et à mesure que la série avance, ça on y reviendra, mais à part ça, les épisodes sont indépendants les uns des autres et peuvent être vus dans n'importe quel ordre. Il arrive qu'on nous tease la possibilité qu'un élément devienne récurrent. C'est notamment le cas de la disparition de canards, que les héros espèrent malgré tout retrouver un jour dans le couloir dimensionnel. Mais ça va jamais nulle part. La seule chose qui va quelque part, alors que là pour le coup on s'y attend pas du tout, c'est un détail récurrent, qui est l'Atlantide, régulièrement évoqué d'une façon ou d'une autre. Mais tout le reste, y compris les méchants autres que Dragonus et sa clique, ne sert que pour 1 voire 2 épisodes. L'intérêt de la série ne réside donc pas dans son fil rouge. Dans quoi alors ? Bah, sans trop de surprise, dans l'action et l'humour. Comme on a dit plus tôt, l'humour n'est pas spécialement original, mais il est tout à fait efficace. On peut dire la même chose pour l'action. On ne s'écarte pas forcément des scénariotypes qu'on trouve dans ce genre de série, mais on ne s'en nie jamais devant. La composante humoristique est prépondérante, ne serait-ce que parce que l'action est souvent au service de l'humour et jamais l'inverse. C'est pas qu'il n'y ait rien de sérieux dans l'histoire, ça commence quand même sur un monde colonisé à un sacrifice tragique. Mais le sérieux n'ira jamais plus loin qu'il n'est nécessaire pour qu'on soit investi dans l'action. Et par conséquent, les personnages ne seront pas développés plus que nécessaire non plus. Ils sont un peu trop nombreux de toute façon. Obligé, c'est une équipe de hockey. Je le redis, le hockey est suffisamment important dans la série pour justifier qu'on la considère comme une série de sport. C'est parce que c'est une équipe de hockey qu'il y a 6 héros. Et cet état de fait a des conséquences. La principale étant qu'il est difficile de donner un rôle à tous les membres de l'équipe dans tous les épisodes. On a évoqué le fait que Dragonus avait souvent 2 plans, donc que les canards vivaient simultanément 2 aventures. Cette structure standard des épisodes est plutôt bien pensée, et contribue à atténuer ce problème des héros trop nombreux. C'est sans doute sa fonction, puisque certains épisodes ont bien 2 intrigues parallèles sans que ça fasse vraiment partie du plan de Dragonus. Mais ça ne suffit pas à fournir un rôle à tous les personnages principaux dans tous les épisodes. La série pourrait prendre le parti de faire un peu comme Conan l'Aventurier et centrer chaque épisode sur l'arc personnel d'un membre de l'équipe en particulier. Et d'ailleurs elle le fait, mais c'est souvent Nosedive. On va pas parler de Nosedive pour l'instant, rien que pour t'embêter. Les Mighty Ducks, à l'instar des souris de l'espace, ne sont pas des adolescents complexés par leurs différences comme peuvent parfois l'être les Tortues Ninja. Mais des vétérans de guerre venus d'une autre dimension et qui vivent très bien leur canardité vu qu'elle est naturelle pour eux. Tu crois que c'est possible un type qui n'aurait jamais vu un canard de sa vie? Pour ce qu'on en sait, elle les rend pas plus forts ou plus intelligents que les humains normaux. Elle ne leur donne pas de capacité particulière non plus. Mais ils sont tout de même sensibles à une espèce de kryptonite version canard. Oui enfin, ça c'est uniquement dans un épisode et pour le gag. C'est drôle parce que leur adversaire veut les priver des super pouvoirs qu'ils n'ont pas et que ça marche quand même. Ce sera leur seul point commun avec Superman de toute façon. Ils ne sont pas foncièrement idéalistes, la mort de leur ennemi ne leur pose pas de dilemme moral. En revanche, ils croient dur comme fer en les valeurs du sport. Partage. Ah, mais coupe ça! Mallory est, on l'a dit, le soldat d'élite. C'est aussi la jolie fille du groupe, mais ça ne sert qu'une fois dans un épisode et pour un gag de fin. À part ça, très peu d'épisodes ou de sous-intrigues d'épisodes sont centrés sur elle. Son rôle dans le groupe étant d'être la badass de service, elle a un faible potentiel humoristique et du coup elle se retrouve très souvent à être le Jack William Dalton durant l'action. Elle n'est pas pour autant dépourvue de caractère. Elle est passionnée par tout ce qui a trait à l'armée et suit apparemment avec intérêt les carrières des plus éminents soldats américains pour prendre exemple sur eux. Mais oui, il y a assez peu d'occasions de se servir de ça pour faire un gag, donc Mallory se retrouve à être un personnage assez discret. C'est loin d'être le cas du deuxième membre du groupe, Duke, le gentleman cambrioleur. On ne sait pas exactement ce qui a fait de Duke un voleur repenti, seulement que c'est arrivé après l'invasion de Patinorion par Dragonus. Mais paradoxalement, c'est parce qu'il est un voleur repenti qu'il tient à ce que son groupe arrête les petits criminels au lieu de se contenter de poursuivre Dragonus. C'est le fait d'avoir été du mauvais côté de la loi qui le conforte dans sa certitude qu'il est indispensable de la respecter. Mais il n'était pas trop possible de raconter sa prise de conscience de manière humoristique, donc il faudra se contenter de ce statu quo, c'est le plus loyal parce que c'est un voleur repenti. Il y a bien un épisode sur son passé, mais il ne développe pas vraiment la question de sa rédemption. Et il serait tout de même mieux si la situation ne se résolvait pas trop facilement à la fin. Hé, Duke, tu nous as trahis, tu as repris tes habitudes de voleur et tu as tenté d'assassiner tes amis. Mais non, c'était pour de semblant, j'essayais d'infiltrer le camp des méchants pour avoir des infos. Ah d'accord. La crise de confiance que ça peut causer d'avoir un ancien cambrioleur dans l'équipe, c'était aussi un sujet trop sérieux pour qu'on s'attarde. Cet état de fait appelle la comparaison avec Mr. Mask. Mr. Mask fait aussi la part belle à l'humour. Avec des canards de cartoon, on a difficilement le choix. Mais Mighty Ducks est clairement une série plus légère.
On n'est pas déçu en le découvrant comme on est déçu devant Godzilla en s'attendant à une série comme Men in Black ou Extreme Ghostbusters. On se borne à le constater, Mighty Ducks est une série plus légère que Mr. Mask. Ce n'est pas qu'elle serait plus enfantine à proprement parler, c'est qu'elle se focalise principalement sur la mise en scène de situations marrantes ou impressionnantes et très peu sur le sens profond de ce qui se passe à l'écran. Comme une série des années 80 ? Pas complètement quand même. C'est vrai que les situations présentées évoquent souvent ce qu'on peut trouver dans un épisode de Tortue Ninja. Mais contrairement aux souris de l'espace, Mighty Ducks ne fait pas années 80 sur le tard. Ça tient au style d'humour, sur lequel on reviendra, mais ça tient aussi au fait que la série est, comme on l'a dit plus tôt, plus sobre qu'une série des années 80. Pas toujours, mais le plus souvent. Elle n'est pas plus délirante que Mr. Mask, juste plus légère. Trop donc pour qu'on s'attarde sur les implications que peut avoir le fait que Duke soit un ancien criminel. Quoi qu'il en soit, ses compétences de cambrioleur, elles, sont bien utilisées dans l'action. Apparemment, il n'était pas un simple voleur, il était le plus doué, donc il est bien utile de l'avoir sous la main pour tout ce qui est mission d'infiltration et espionnage. Si nous disons que c'est un gentleman cambrioleur, c'est parce qu'il n'était clairement pas une petite frappe de bas étage du genre que Batman tabasse à chaque coin de rue. À l'instar d'Arsène Lupin ou du Pingouin, il s'intéresse à l'art, a une vraie culture, s'exprime de manière élégante et se bat à l'épée. Vous vous doutez qu'avec un concept pareil, Duke se retrouve assez souvent au centre de l'action. Mais il n'est pas le seul dans ce cas. Un autre qui intéressait beaucoup les scénaristes, c'est Tanya, la scientifique de l'équipe. Tanya a de grosses lunettes, probablement de l'embonpoint, même si c'est dur à déterminer vu le style de dessin, et parle du nez, ce qui lui donne l'air un peu empoté. Mais ne vous y trompez pas, elle est tout aussi bonne joueuse de hockey que les autres membres de son équipe. Par corollaire, elle est également compétente en tant que super-héroïne sur le terrain. Mais c'est la scientifique, donc elle se retrouvera souvent plutôt à bricoler au bord du champ de bataille pour résoudre la situation en cours qu'à se battre aux côtés de ses compagnons. Vu qu'elle est à la fois chargée de l'analyse, de l'investigation, de la surveillance, de l'entretien et de l'amélioration du matériel, et qu'elle est également en contact avec les scientifiques terriens, elle est très souvent utile au scénario. Non pas parce qu'elle intéressait plus les scénaristes en tant que personnage, mais parce qu'à force de servir à tout, on sert tout le temps. Donc le scénario trouve souvent des choses à lui faire faire, mais la met rarement au centre de l'action. Tanya est la plus timorée de l'équipe, car étant plus intelligente, elle est plus capable d'anticiper les catastrophes qui peuvent lui tomber dessus. Elle a configuré l'ordinateur central du quartier général pour anticiper les événements les plus improbables, comme, au pif, les attaques de dinosaures. Je ne sais pas ce qui m'intrigue le plus, qu'on soit attaqué par des dinosaures ou bien que tu aies envisagé ce cas de figure. Non, mais les dinosaures c'est normal, c'est parce qu'elle a la phobie des dinosaures. La quoi ? La phobie des dinosaures, une crainte irrationnelle qui la prend devant un monstre de 20 000 tonnes. Ça doit être dû à cette crainte irrationnelle qui vous prend devant un monstre de 20 000 tonnes. Ça te va comme ça. Ce qui est irrationnel là-dedans, c'est que les canards, comme tous les oiseaux, sont des dinosaures. Un qui n'est pas angoissé et qui est plutôt zen, c'est le bonze de l'équipe, Green. Green est massif, mais c'est pas une brute. Il est un peu comme Lian Shu dans Chasseur de Dragons. Sa musculature est en fait le signe extérieur de sa toute-puissance, contrebalancé par son caractère. Car Green est zen. Mais ça, on l'a déjà dit. Eh bien, je le redis. Green est zen. Totalement zen. Il n'est pas seulement pacifique et serein en toutes circonstances, il parle en proverbe et fait souvent référence à son calme intérieur. Mon grand calme intérieur a été suffisamment perturbé pour la journée. C'est ça le gag, ça va pas beaucoup plus loin, et comme il n'y a pas grand chose à faire de plus, il est souvent aussi discret que Mallory. C'est celui qu'on n'hésite pas à laisser hors de l'épisode quand la situation n'est décidément pas assez complexe pour donner un rôle à tous les canards en même temps. Mais la série arrive à faire de bons trucs avec lui. Comme Duke, il a un passé. Il était un joueur particulièrement violent et un grand maître du hockey lui a appris à avoir l'esprit sportif indispensable au hockey. Le nom de ce moine en VF varie selon l'épisode. C'est taekwondo. Comme le disait mon maître Taekwondo. Contrairement à Duke, il y a moyen de raconter son passé de manière humoristique, donc on a droit à un flashback sur son apprentissage. Ainsi, c'est lui qui est persuadé que le hockey est une école de la vie qu'il est impossible de pratiquer sans être une bonne personne, et qui, du coup, croit à la rédemption des méchants. Quiconque pratique le noble sport du hockey n'est pas entièrement mauvais. Mais attention, pas n'importe lesquels. Tu crois aussi que cette chose a un bon fond, Green? Non. Mais comment est-ce que tu peux en être sûr, mon Elle vieux? ne joue pas au hockey. Green est surtout celui qui se soucie de transmettre l'esprit sportif. Ok, disons alors de transmettre les valeurs véhiculées par le hockey. Celui qui se soucie dans l'absolu de ce qui est bien ou mal, c'est plutôt Wild Wing. C'est bien pour ça que Canard lui a transmis le masque. Wild Wing est sûrement dans tout le groupe celui qui a la tête la plus générique. Pour cause, à partir du moment où il accepte de porter le masque qui fait de lui le chef du groupe, il ne l'enlève quasiment plus. Si, il l'enlève pendant 5 minutes chaque jour, quand le Cosmocan décolle du sous-sol de la patinoire en passant par le toit ouvrant.
parce que l'image recyclée. Et il pouvait pas recycler une séquence où Wild Wing porte le masque plutôt? Non, le premier décollage a lieu avant que Wild Wing se résigne à endosser la fonction de chef que Canard lui a confiée, et donc à emporter les attributs. C'est très important dans le scénario. Car Wild Wing n'est pas sûr d'être à la hauteur du rôle. Il l'est parfaitement. On constate dans un épisode qu'aucun autre canard ne pourrait prendre la tête à sa place. Duke ne planifie pas assez ses actions, Tanya les planifie beaucoup trop, Green fait de la méditation quand il faudrait agir, et j'ai pas exactement compris quel était le problème avec la façon de diriger de Mallory et Nosedive, mais quand il commande, ça va pas non plus. Seul Wild Wing est à la fois réfléchi, proactif, mesuré, et capable de déterminer en peu de temps quelle est la bonne décision à prendre à quel moment. S'il doute de ses compétences, c'est parce qu'il est humble. S'il est humble, c'est parce qu'il est un véritable paladin de fiction. Il connaît ses limites et sait les dépasser. Il inspire confiance même aux gens les plus méfiants parce qu'il est honnête, franc et qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas se vexer de ses soupçons. Il n'a pas l'intention de chercher la bagarre inutilement aux gens qui sont du même bord que lui. Il ne souhaite sincèrement nuire à personne. Mais il n'est pas naïf pour autant. Il n'hésitera pas à être dur quand c'est indispensable pour se défendre son équipe ou défendre sa planète d'adoption. Ce qui fait surtout de lui le chef qu'il faut à l'équipe, c'est qu'il se soucie réellement des autres, les inconnus comme les proches. Il est altruiste, pour de vrai, pas juste en parole. Le rapport des canards à leur planète d'adoption n'est pas vraiment évoqué parce que la série reste toujours très légère, mais on constate que Wild Wing se soucie du point de vue que les extraterrestres de passage sur Terre vont avoir sur les humains, alors qu'il n'est pas concerné. Il n'en a vraiment pas que pour sa pomme, c'est son principal trait de caractère. Donc il se soucie beaucoup de son petit frère. Nosedive. Bah oui, Nosedive. Le rôle de Nosedive dans l'équipe est d'être le petit jeune, donc celui qui est le plus proche du spectateur qui regarde, ce qui explique sans doute pourquoi c'est le personnage que le scénario a particulièrement mis en avant. Nosedive, c'est un peu comme Jérémy dans Foot de rue, l'incohérence en moins. Comme il est intégré à des scénarios qui peuvent durer 20 minutes sans qu'on soit obligé de retarder l'action en rendant les personnages très cons, il n'est pas celui qui aura une mauvaise influence sur le chef de l'équipe comme Jérémy, et du coup, le fait que quasiment tous les épisodes soient des prétextes pour mettre en valeur Nosedive, ça passe. Ça passe surtout parce que Nosedive est l'un des vecteurs principaux de l'humour. C'est quasiment toujours lui qui fait des références à la pop culture et qui brise le 4e mur. Ça arrive aux autres personnages de briser le 4e mur. Si ça continue comme ça, il faudra revoir les suspensions du véhicule avant la fin de cet épisode. J'ai dit quasiment. On voit que Nosedive est plus jeune que les autres au fait que, contrairement à son frère, il est débordant d'enthousiasme et irréfléchi, et qu'il lit des BD. Je crois qu'on est censé comprendre que lire des BD, c'est un truc de gamin. Il lit des bandes dessinées. Des BD. Barry Allen, c'est le Flash. Pas si vite, car je comprends rien à ce que vous racontez. C'est un gamin. Notre gibier est un gamin. On ne trouve pas d'empreinte correspondante parce qu'il n'est pas fiché. Sans commentaire. Mais ce qui est marrant avec le fait qu'il lise des BD, c'est que vu que les comics, c'est un sujet de conversation intéressant, il est l'un des seuls du groupe à se faire des amis humains, alors même qu'il est le seul du groupe à prétendre qu'il n'aime pas les humains. Bah, les deux geeks qu'il fréquente mettent un point d'honneur à se considérer comme à part de l'humanité. Et bon, même si ça se manifeste que dans un épisode, Tanya se fait des amis scientifiques parmi les humains, et Wild Wing finit par se rapprocher un peu du chef de la police, Clegorn. Tardivement, parce que Clegorn commence la série en étant très méfiant vis-à-vis de ces mystérieuses créatures qui débarquent de nulle part pour faire du sport et du super-héroïsme. Il apprendra à les apprécier au fil des épisodes, ce qui fait qu'il est le seul personnage à avoir une progression psychologique, et du coup, le seul à introduire dans la série une chronologie subtile. En fait, c'est à cause de Clegorn que c'est chiant que le listing des épisodes ne corresponde pas à l'ordre chronologique. On y reviendra. Clegorn, c'est un genre de Dan Turpin. Un policier honnête mais acariâtre qui n'aime pas que des kidams quelconques se substituent à la police et arrêtent les criminels de manière irrégulière. On a déjà résumé quel était son problème avec les héros. Comme il est un peu parano, il se demande si leur activité de super-héroïsme n'en cache pas d'autres, beaucoup moins défendables. Il guérira plus ou moins de sa parano quand Wild Wing l'autorisera à inspecter ses locaux, et il se mettra vraiment à apprécier l'aide des canards quand il sera confronté à des menaces que vraiment la police et l'armée terrienne ne pouvaient pas gérer elles-mêmes. Avant d'en arriver à ce stade, on l'a déjà dit, il ne se montrera pas toujours très juste. Il lui arrivera de mieux accepter l'arrivée d'un autre super-héros parce qu'il est humain l'autre, mais en général, chaque fois qu'on le voit agir, c'est un bon policier consciencieux qui prend son boulot au sérieux. À part Clegorn et les deux geeks qui tiennent le magasin de BD, le seul humain que les canards ont régulièrement à fréquenter, c'est bien sûr leur agent et investisseur, Phil, que nous avons déjà évoqué. Peu à dire sur Phil. Sa cupidité, sa malhonnêteté, sa couardise et sa bêtise sont un gag dont il ne s'en déparera jamais. Même dans l'épisode de Futur Apocalyptique où, a priori, il est censé avoir gagné en sérieux et en badasserie. Le truc le plus positif qu'on le verra faire dans la série, c'est se servir de ses compétences de baratineur pour améliorer la vie d'un gamin surdoué exploité par ses tuteurs. Comme tu l'as dit, s'il est comme ça, c'est pour le gag, mais il n'est pas méchant pour autant. Les vrais méchants, a priori, c'est des méchants classiques, avec un seigneur des ténèbres avec sa tête à cornes, et ses 3 sbires, un guerrier, un mage et un voleur.
Sauf qu'à y regarder de plus près, on est surpris par la répartition des rôles. Non seulement Dragonus est finalement assez effacé et passif pour un génie du mal, attendant qu'on lui serve ce qu'il a réclamé sur un plateau sans spécialement donner d'instructions sur la façon de l'obtenir, mais en plus, parmi ses sbires, c'est Blocus le guerrier qui est intelligent, Caméléon le voleur qui est d'intelligence moyenne, et Spectrus le mage qui est un peu con. On s'attendrait vraiment à une autre distribution des neurones dans l'équipe des méchants. C'est d'autant plus perturbant que le sbire intelligent, Blocus, se montre parfois plus intelligent que le patron. Il lui arrive de suggérer la solution évidente à Dragonus, et que sa solution soit refusée un peu sans raison, à part que c'est la fin de l'épisode et que la série n'est pas à suivre. Comme à côté de ça, les capacités de guerrier de Blocus sont très souvent utilisées par le scénario alors que les capacités de mage de Spectrus le sont très peu, oui, souvent le rôle de Spectrus dans l'intrigue se limite à être celui qui se fait avoir ou se trompe. C'est pas que Blocus soit excessivement malin ou Spectrus particulièrement bête, c'est surtout que Blocus est très souvent l'homme de la situation alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit juste un gros bourrin, et Spectrus très souvent le boulet qui fait tout foirer alors qu'on s'attendrait à ce qu'il soit rusé. Et Caméléon ? Caméléon est polymorphe, ce qui est pratique pour les missions d'infiltration. En général, on le reconnaît car il garde toujours des taches, sur les bras notamment quand il est transformé, mais il est capable de prendre l'apparence de n'importe qui de manière très crédible. À sa charge, donc, les classiques gags de référence à la pop culture qu'on retrouve aussi chez le génie d'Aladin et Beetlejuice, qui consistent à se transformer en un truc en rapport avec ce qu'il est en train de dire pour illustrer son propos. Ouais, ce que fait Caméléon surtout, c'est imiter des personnalités américaines célèbres pour la blague. Et soit on est totalement inculte, soit ces références ne sont compréhensibles que par les Américains purs et durs, mais la plupart du temps, je ne parviens pas à identifier la personnalité imitée et la blague me passe totalement au-dessus. Moi aussi. Mais heureusement, ces imitations ne viennent jamais casser le rythme de l'action, et comme les capacités d'infiltration de Caméléon sont réelles, l'épisode reste intéressant à suivre même avec 2-3 blagues obscures dedans. Mais on reviendra sur l'humour. Concernant Dragonus, comme on l'a déjà dit, tout doublé par Piratet qu'il soit, il n'est pas très actif. Écoute, sale raclure de serpillère, tu vas aller prendre sur cette île le cristal de Bellerium et tu ne disposes que d'une heure. C'est assez rare qu'il intervienne en personne au sein d'un épisode. Il coordonne les actions et conclut des alliances avec des humains malfaisants, il est d'ailleurs plutôt doué pour ça. Comme en dépit de son problème de carburant, il lui reste assez de jus pour ouvrir des portails interdimensionnels à taille humaine à défaut de pouvoir en ouvrir à taille de vaisseau, il convoque parfois des mercenaires de Patinorion pour la mission du jour. Mais si on exclut ce travail de RH et ses occasionnelles interventions sur le terrain, il ne fait pas grand chose. La plupart du temps, on l'a dit, il reste dans sa forteresse en attendant que ses sbires lui apportent ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut d'ailleurs? À court terme, on l'a déjà dit. Trouver des cristaux de Bellerium pour pouvoir réparer le moteur de son vaisseau et l'utiliser à nouveau à pleine puissance. À long terme, en cœur, tenter de conquérir le monde. Lequel? Comment ça, lequel? Bah lequel? A priori, il était en pleine colonisation de Patinorion, donc on suppose que son objectif à long terme serait de retourner sur Patinorion pour garder la main mise dessus. Mais au fil de la série, il laisse entendre que plutôt que de faire ça, il va rester dans cette dimension pour conquérir la Terre. Oh, connaissant le bonhomme, ce serait pas étonnant qu'il veuille conquérir les deux. C'est pas le détail le plus incongru le concernant. Ce qui est le plus incongru, c'est qu'il insiste énormément sur le fait qu'il est le dernier de son espèce, le dernier saurien. Alors, d'une part, s'il est le dernier saurien, Blocus, Spectrus et Caméléon, c'est quoi? Parce que je leur trouve des airs assez reptiliens, moi. Et d'autre part, on finit par comprendre que par « je suis le dernier saurien », il veut dire « je suis le seul qui s'est échappé de la dimension prison où le héros de Patinorion a enfermé mon espèce, et il y a tout un tas de sauriens encore là-bas qui n'attendent que moi pour les libérer, que je libérerai s'ils acceptent de m'aider à conquérir le monde, peu importe quel monde. » Ce sont des approximations qu'on peut se permettre dans une série à forte composante humoristique. Parce que bon, c'est ce que c'est, du coup il n'y a pas de psychologie profonde. Comme on l'a sous-entendu précédemment, ça peut surprendre dans la mesure où une série pourtant similaire comme Mr. Mask s'autorise de temps en temps à être vraiment sérieuse. Dans Mighty Ducks, il y a bien un épisode sur le fait que les canards sont tentés de pactiser avec le méchant pour pouvoir rentrer chez eux, qui rend la fin de la série où ils renoncent définitivement à rentrer sur Patinorion d'autant plus marquante, mais c'est juste assez sincère pour toucher, ça évite soigneusement de tomber dans le pathos. Le but est quand même l'humour, et si on fait abstraction des gags de Caméléon qui nous passent complètement au-dessus, et des citations de répliques de films qui ne marchent pas en VF parce que la VF de ces films les traduisait différemment, l'humour de cette série est efficace. D'ailleurs, puisque tu en parles, petite parenthèse sur la traduction. On n'est pas dans les moteurs de l'espace. A priori, c'est bien traduit. La preuve, chaque fois qu'on tombait sur une blague qui nous paraissait un peu étrange, on est allé vérifier si elle était en VO, et elle y était. On a tout de même repéré une référence ajoutée par la VF. J'aurais jamais dû engager une équipe de canards. J'aurais dû prendre des kangourous. Non! N'empêche que ça fait du bien, après les motards de l'espace, de voir une série qui essaye de retranscrire les blagues, voire de les adapter. En VO, la réplique qu'on vient de montrer faisait allusion à une autre équipe de hockey que le français moyen ne connaîtra évidemment pas. Bon, la VF ne fait pas forcément tous les efforts possibles. Comme j'ai dit, certaines blagues tombent à plat à cause de citations qui n'en sont plus une fois traduites en français. Mais au moins, elle n'a pas remplacé les blagues intraduisibles par des oh là là, oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive? Oh là là, oh là là. Je persiste à penser que c'est un peu étrange d'avoir traduit Mighty Ducks par les canards de l'exploit. D'autant que l'équipe continue de se faire appeler Mighty Ducks par le milieu du hockey en VF, et qui n'ont pas traduit leur devise Ducks Rock. Ducks Rock. Mais revenons à l'humour.
C'est avant tout du comique de situation, mais il y a parfois des moments de parodie très parodiques. Nous ne sommes pas si brillants que ça, nous ne cherchons qu'à impressionner les filles. Pas mal de jeux de mots aussi. Bien sûr, on a le sempiternel épisode avec les blagues sur le froid. Nos glaçons robots vont venir rafraîchir vos ardeurs. Mais pas que. Les hostilités sont ouvertes. C'est dans ces moments-là qu'il est appréciable d'avoir une traduction correcte. D'autant que cette traduction ne comprend pas que des jeux de mots, il y a aussi des tournures de phrases amusantes juste parce que... Dans moins de pas très longtemps, la zone obscure aura englouti cette maudite planète. On a vérifié, c'est un ajout de la VF. Nous avons aussi déjà évoqué les gags de 4ème mur, souvent faits par Nosedive, mais pas seulement. Eh ben dis donc, on ne peut pas dire qu'on ait les plus beaux rôles dans cet épisode. Il y en a vraiment beaucoup, c'est une composante essentielle de l'humour de la série, et ça dérive parfois en satire sur les impératifs de production des séries animées pour enfants. Et la lumière du soleil est une importante forme d'énergie, l'énergie solaire. Veuillez nous excuser, ils nous ont poussé à rendre cette série plus éducative. Et puis, il y a des références. Beaucoup de références. Comme nous avons dit, on ne les connaît pas toutes, d'autant qu'il y a le problème de la traduction. Mais il y en a tellement que ce serait bien le diable si vous n'en reconnaissez aucune. On notera aussi par moments un peu d'humour de narratologue. Gentillet, mais là quand même. Autrefois, il était ingénieur en robotique et il a reconstruit entièrement son corps avec un appareillage mécanique. Ah bon, c'est parce qu'il a eu un grave accident dans son laboratoire? Non, je crois qu'il a fait ça uniquement par plaisir. Et de temps en temps, il y a un gars qu'on n'attend pas. J'en étais sûre, la lumière reste allumée à l'intérieur. Et des récurrences amusantes dont on se demande si c'est fait exprès. La solution au problème du jour implique très souvent d'utiliser de l'eau, ce qui semble normal quand nos héros sont des canards. Et la série a la même haine viscérale pour les portes que l'univers animé d'ici a pour les téléviseurs. Les portes sont très souvent détruites dans cette série. Le directeur d'écriture s'est fait cocufier par une porte, c'est la seule explication. Comme vous le constatez, la série fait preuve d'un humour diversifié, très élaboré et souvent très malin. Comme on le disait précédemment, cette maîtrise d'un ensemble de ressorts comiques bien définis évoque plus les séries des années 90 que celles des années 80. Mais curieusement, les dialoguistes ont dû craindre que les esprits des petits spectateurs ne soient pas assez éveillés pour suivre, parce qu'ils expliquent très souvent les blagues. Ils ont trouvé une source de tabasco. Tabasco de mon œil, c'est une éruption volcanique. Il l'assume, il y a carrément un gag basé là-dessus. Si je suis intéressé, est-ce que le pape est catholique? Hein? Oui, je sais qu'il est catholique, c'est une blague, mon vieux, c'est pour rire. Bref, la série ne se prend pas au sérieux. Elle parle de guerre, d'esclavage, de nobles sacrifices, d'exil, de combats de gladiateurs, et elle ne fait pas semblant, mais elle reste toujours légère. La partie sérieuse de l'épisode n'en est pas moins intelligente. Enlevés contre leur gré pour participer à des combats d'arène, les canards essayent vraiment de penser à tous les cas de figure auxquels les spectateurs pourraient penser pour se tirer de là. Et si la solution est d'inverser la polarité, on nous explique bien en quoi et le pourquoi du comment ça marche. Par contre, la légèreté du ton fait que la série s'autorise à ce que la chute ne soit pas toujours morale. Dans la scène que tu viens de citer, il s'agit de faire régresser une créature pas méchante mais dangereuse et incontrôlable à l'état d'œuf, où elle ne pourra plus nuire. Et pour y parvenir, Nosedive se sert de l'affection que la dite créature a pour lui. Ça passe parce que l'épisode est, à l'instar de tous les autres, drôle, mais quand même. Quoi qu'il en soit, bien que n'étant pas à suivre, la série a un début et une fin. Par contre, l'épisode de fin est l'épisode 21, sur 26. Les autres se passent chronologiquement avant. C'est complètement absurde, mais c'est comme ça dans tous les listings que nous avons pu trouver. Passons. Cette fin est satisfaisante. Ce n'est pas un grand final, les héros ont choisi de sacrifier leur chance de rentrer chez eux, les méchants sont prisonniers, mais pas morts. On pourrait repartir pour une saison 2 sans spécialement gâcher la série, mais on pourrait s'arrêter là sans que ce soit frustrant. Vous croyez qu'on entendra encore parler d'eux? Ça dépend. On a signé pour une autre saison? De fait, ça s'est arrêté là. C'est dommage en ce sens que cette série aurait pu sans doute durer encore longtemps sans se gâter, mais ce n'est pas dommage en ce sens qu'elle nous laisse une impression d'aboutissement, de clôture. Elle n'est pas inachevée. Avant de conclure, il y a un truc dont on n'a pas encore trop parlé et que j'aimerais bien évoquer. Le générique. Oui, le générique. Quand tu glisses dans l'espace, ça casse ou ça passe. Je suis désolé, mais avec la meilleure volonté du monde, j'entends quand tu pisses dans l'espace. C'est quand tu glisses dans l'espace. Je me doute bien, mais c'est vraiment pas ce que j'entends. Ce générique en soi ne casse pas trois pattes à un canard, si j'ose dire. Les paroles ne sont pas spécialement inventives, et la mélodie pas spécialement inoubliable, mais l'arrangement, l'enthousiasme des chanteurs et le montage vidéo qui vont avec lui donnent tout le peps et le swing qu'il faut pour nous mettre dans l'humeur appropriée à la série. C'est le générique qu'il fallait, pas plus, pas moins. Les musiques à l'intérieur des épisodes ne sont pas mauvaises, mais elles sont assez standards pour une série Disney de cette époque. Et je soupçonne certaines d'être recyclées de Gargoyles. Vous n'avez qu'à me laisser là, je retrouverai mon chemin.
Bref, dans la grande famille des Tortues Ninja, des motards de l'espace et des kangous, Mighty Ducks ne se démarque peut-être pas beaucoup, mais elle est loin de faire pâle figure et peut sans conteste être classée parmi les plus plaisantes du genre. Elle n'est pas forcément très ambitieuse, mais elle tient les promesses que fait son concept en étant drôle, distrayante et malgré tout touchante. Pour avoir su exploiter de la manière la plus efficace un thème aussi improbable que ce sont des canards super-héros qui jouent au hockey, cette série mérite qu'on s'en souvienne. Bon, écoutez, si tout cet épisode est consacré à Duke, moi je préfère aller lire une bande dessinée. Je suis en train de suivre une piste. Apparemment, c'est Crochet qui mène la danse cette nuit. Le masque va nous apprendre ce qu'elle est réellement. Suivez le chant du rossignol, ou du labyrinthe, vous resterez prisonnier à tout jamais. Général, ceci est contraire à tous les principes du vrai soldat. Je me demande si tous les singes géants adorent escalader les immeubles en tenant une femme dans la main, ou bien s'il a vu le film. Ah oui, je vois. Celui qui a conçu cette chose devait être un amoureux du travail bien fait. Il est difficile pour une femme de caractère de rencontrer son équivalent masculin. Ces caisses de vivres appartiennent au peuple. Le destin m'a conduit jusqu'à vous. La prophétie a dit vrai. Allez, c'est parti, une affaire comme ça, on n'en verra plus. Allez, tout le monde disparaître, au bras de prix cassé. Normalement, la Maxime d'Antinouille devrait nous donner la réponse. La bibliothèque! On devrait y trouver des infos sur les plantes. Mon 13e sens m'avait bien dit que ce serait une mauvaise journée. À vous de réfléchir, Superman. Le pouvoir que vous avez actuellement n'est rien comparé à celui que je vous offre. S'il n'y a pas de carburant pour les anciens moteurs, on peut peut-être avoir de nouveaux moteurs. Je suis venu vous dire ceci. Ne touchez pas à la Fox TK. Relâchez-nous, et on rentrera au Raptor sans chercher à faire d'histoire. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Mais ça viendra sans doute.